J'ai trouvé la vieille caméra 8 mm enterrée au fond de la boutique Murphy's Thrift, sous une pile de magazines moisis. L'étiquette indiquait 20 $. Une bobine de film était glissée à l'intérieur avec un morceau de ruban adhésif dessus. « Ne pas regarder », disait-il. En tant que cinéaste amateur, je n'ai pas pu résister à la tentation de ce film interdit. Le vieux à la caisse a à peine levé les yeux quand je l'ai acheté. De retour chez moi, j'ai installé ma petite chambre noire. Je développais des films depuis le lycée, alors le processus était routinier. Charger la bobine, mélanger les produits chimiques et attendre que la magie opère. Quand c'était prêt, j'ai projeté le film sur le mur de ma chambre. Au début, c'était des images innocentes. Une nuit d'Halloween du début des années 90, vu la qualité et les costumes. Un père filmait ses 2 enfants déguisés en vampires et en sorcières, d'environ 8 et 10 ans. La mère distribuait des bonbons aux enfants qui passaient pour Halloween. Mais après le départ du dernier enfant, quelque chose a changé. Les enfants ont disparu du cadre, tandis que la mère fermait la porte et la verrouillait avec 3 verrous différents. « Sommes-nous prêts ?» lança le père avec enthousiasme. « Oui !» s'exclamèrent les enfants en chœur. « J'ai la corde comme tu m'as appris, papa !» s'exclama le garçon tout excité. Alors que la caméra les suivait dans le sous-sol, l'image devenait plus granuleuse. Je distinguais encore un établi, des outils accrochés au mur, et dans un coin, une femme. Elle était attachée à une chaise, bâillonnée. Ses yeux étaient écarquillés de terreur et ses joues mouillées de larmes. « Maintenant, rappelez-vous ce qu'on a répété, » dit le père, toujours en filmant. La caméra tremblait légèrement, comme s'il était excité. « Maman va tenir tante Sarah pendant que vous prenez chacun votre tour, d'accord ?» Tour à tour, j'étais horrifié. Je voulais l'éteindre, mais j'étais figé. La mère entra dans le cadre, souriant comme si elle allait servir le dîner. Elle posa ses mains sur les épaules de la femme, tandis que les enfants approchaient avec un objet indistinct. Les cris étouffés de la femme s'intensifiaient, alors que les images devenaient de plus en plus chaotiques. La caméra tremblait violemment. J'ai quand même aperçu des blessures ouvertes, du sang et entendu la femme s'étouffer de terreur pure. Puis le grondement d'une tronçonneuse retentit et tout devint noir. Je restais figé dans mon appartement sombre, le cœur battant, fixant le mur vide. Je venais de regarder un véritable snuff film. Cette famille avait torturé, peut-être même tué cette femme, et ils l'avaient filmée comme si de rien n'était. J'essayais encore de comprendre ce que j'avais vu quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « C'est Léo ? Oh, oui. Salut, c'est Murphy du magasin d'occasion. Écoute, cet appareil que tu as acheté n'était pas censé être vendu. Le propriétaire est revenu le chercher. Il a dit que les affaires de son père se sont mélangées par accident. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai dû lui donner ton adresse et ton numéro. Il est en route pour le récupérer chez toi. La ligne coupa. Je fixais mon téléphone, la panique montant dans ma poitrine. Avant même de cligner des yeux, ma sonnette retentit. Par le Judas, j'ai vu un homme d'une 40aine d'années, de taille moyenne, aux cheveux clairsemés qui tapait du pied nerveusement. C'était le genre d'homme qu'on croise sans remarquer, mais quand il a levé les yeux vers la porte, j'ai failli gémir. C'étaient les mêmes yeux que dans le film. Plus âgé maintenant, mais avec la même intensité froide que j'avais vue dans les images. C'était lui, le petit garçon de ces images. « Léo » a-t-il appelé à travers la porte. « Je t'entends. Je suis David Hutchinson. Je crois que tu as quelque chose qui appartient à ma famille. » Mes mains tremblaient en reculant de la porte. Je ne sais pas de quoi tu parles. La vieille caméra 8 mm de mon père, de la friperie. Je l'ai déjà jetée, ai-je menti. Il y eut un long silence. Et le film ? Mon cœur s'est arrêté. Il a laissé échapper un petit rire grave. Tu l'as regardé, n'est-ce pas ? Puis des rires éclatèrent, accompagnés d'un raclement métallique inconfondible contre la porte. Il manipulait la serrure. « Que veux-tu » ai-je demandé, composant déjà le 911 de mes doigts tremblants. Le film, évidemment. Et pour te faire comprendre l'importance de garder les secrets de famille.
La serrure céda. David entra, refermant la porte derrière lui. L'appel avait abouti. J'entendais la voix de l'opératrice, mais impossible d'expliquer mon urgence. Mes yeux écarquillés étaient rivés sur le couteau affilé dans sa main. « Tu sais, papa se meurt depuis des mois, dit-il en scrutant mon appartement. Mais quand je lui ai dit que quelqu'un possédait nos films de famille, il s'est ranimé. La police ne trouvera rien. On a appris il y a longtemps à bien nettoyer et à partir avant leur arrivée. Il fit un pas vers moi. Je me précipitais vers l'escalier de secours, mais David était plus rapide qu'il n'en avait l'air. Il m'attrapa par l'épaule, me faisant pivoter. Le couteau fila vers mon visage. Je me suis baissé, projetant tout mon poids dans son abdomen. On s'est écrasés tous les deux sur ma table basse. La tête de David a heurté le coin avec un craquement horrible, et pendant un moment, il était sonné. Je n'ai pas attendu pour voir si je l'avais tué. J'ai saisi la bobine et couru vers la porte, montant les escaliers 3 par 3. Les flics sont arrivés 20 minutes plus tard, après avoir tracé mon numéro. Ils ont trouvé David inconscient dans sa propre flaque de sang. Le couteau était toujours dans sa main. Il s'est réveillé 2 jours plus tard, mais n'a jamais parlé, souriant juste quand on l'interrogeait. Le film était une preuve suffisante pour rouvrir plusieurs affaires non résolues des années 90. Il a succombé à sa blessure en détention quelques mois plus tard. Je n'ai pas suivi son affaire ni le sort de cette femme car j'avais déjà assez de traumatisme. Je ne filme plus rien maintenant. Je ne peux même pas regarder une caméra sans voir les yeux terrifiés de cette femme. Quand j'ai vu ce miroir chez Henderson's Thrift, cette antiquité avec un cadre en laiton et des détails fous, le tout pour 15 €, je n'ai pas hésité une seconde. « N'oublie pas, ma chérie, pas de retour », m'a prévenu le propriétaire avec son sourire crispé. J'ai acquiescé et j'ai tout de suite appelé Lucie pour m'aider à le transporter. Ça nous a pris tout l'après-midi pour bien l'accrocher, mais une fois fait, il a complètement transformé ma chambre d'étudiante miteuse. Le verre était si propre qu'il rendait l'éclairage pourri de ma chambre digne d'un plateau de cinéma. Ce soir-là, je me suis couché fier de ma trouvaille, avant d'être réveillé en sursaut par un froid glacial qui me faisait trembler comme une feuille morte. La pièce n'était pas seulement gelée, mais aussi étrangement silencieuse, comme si quelqu'un avait aspiré tous les sons sauf un léger bruit de grattement qui semblait venir de loin. J'ai tendu l'oreille pour mieux écouter. On aurait dit que quelqu'un faisait glisser ses ongles contre du verre. J'aurais dû rester au lit, tirer les couvertures sur ma tête et attendre que ça passe, mais cette envie sauvage et irrésistible me dévorait. Je devais vérifier dans le miroir. J'ai glissé hors du lit et commencé à marcher. Le grattement devenait plus fort à chaque pas, mais quand j'étais à environ 1 mètre, il s'est arrêté net. Je me suis penché pour voir mon reflet me fixer. Même dans mon état second, je sentais que quelque chose clochait. Au lieu de l'ambre de mes yeux, ceux qui me fixaient semblaient sombres, enfoncés et vides. Le nez était tordu et la peau pâle comme du papier. J'ai mis une seconde à réaliser que ce n'était pas mes yeux, mon nez, ni mon visage. J'ai fait volte-face et elle était là, à quelques centimètres, vêtue d'une chemise de nuit déchirée. Le sang tachait le tissu, tandis que ses cheveux pendaient en mèches grasses, encadrant ce sourire gravé bien trop large pour son visage. Elle a penché la tête et m'a souri. J'ai hurlé et trébuché, fermant les yeux si fort que j'ai vu des étoiles. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, tandis que j'attendais que quelque chose, n'importe quoi, se produise. Les minutes passèrent. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais seul. J'ai vite saisi la lampe de mon téléphone et l'ai balayée dans la pièce, tremblante, mais il n'y avait que moi et les ombres dansant dans la faible lueur laide. « C'est le stress qui te ronge », me suis-je chuchoté. Soudain, ma poignée de porte a commencé à s'agiter. Ce n'était pas un doux cognement. Les secousses étaient violentes, comme si quelqu'un tentait de l'arracher des gonds. Le bruit résonna dans ma chambre comme des coups de feu. « Qui est là ?» ai-je crié. Personne n'a répondu. « Lucie ?» J'ai rampé jusqu'au Judas, attrapant ma batte de softball au passage. Le couloir était vide,
Juste ces lumières fluorescentes qui n'ont jamais bien fonctionné. Le bruit s'est arrêté dès que j'ai regardé. J'ai poussé un soupir et reculé de la porte. Mais avant de comprendre, mon placard s'est mis en mouvement. Tout tremblait comme si un séisme était piégé à l'intérieur. Les cintres s'entrechoquaient d'une façon qui me faisait mal aux dents. Je l'ai ouvert brusquement, prête à frapper avec la batte, mais il n'y avait que mes vêtements et d'autres babioles. « Ressaisis-toi, Jenna », murmurai-je en me recouchant, remontant mes couvertures. Je me persuadais que c'était mon cerveau qui inventait, juste mon imagination, probablement trop de caféine et de stress. J'avais à peine fermé les yeux quand les coups ont résonné directement sous mon matelas. Toc, toc, toc. Mon sang s'est glacé. Je restais là, figé, écoutant les battements de mon cœur tonner dans mes oreilles. Une partie de moi savait que je ne devais pas regarder. Tous les films d'horreur jamais réalisés m'avaient appris au moins ça. Mais je ne pouvais plus rester allongé là. J'ai roulé jusqu'au bord et j'ai regardé en dessous. Elle était accroupie sous mon lit, me fixant avec ce sourire impossible. Son visage était gris, presque cadavérique, et ses yeux étaient des trous noirs qui semblaient absorber la lumière. « Jenna, viens me rejoindre », gloussa-t-elle en tendant la main. Mes yeux se sont fixés sur ses mains. Ses doigts étaient sectionnés aux jointures. C'étaient juste des moignons ensanglantés avec l'os qui dépassait. Du sang noir coulait sur mon sol, formant des flaques qui semblaient avaler toute la lumière. « Viens avec moi, on va les faire payer !» siffla-t-elle en tendant ses moignons mutilés vers mon visage. J'ai détalé de cette pièce comme si j'avais le feu aux fesses et j'ai tambouriné à la porte de Lucie jusqu'à ce qu'elle ouvre. « Jenna, qu'est-ce qui s'est passé ?» Le miroir. « Elle, il y a quelque chose dans le miroir !» haletai-je en la poussant à l'intérieur et en verrouillant la porte. Lucie a écouté pendant que je lui racontais ce que j'avais vu. Elle voulait vérifier ma chambre, mais je ne l'ai pas laissée y retourner, pas avant le matin. J'ai passé la nuit sur son canapé, j'ai presque pas dormi. Au lever du soleil, Lucie a annoncé « On retourne à cette friperie ». Le proprio de chez Henderson avait l'air d'avoir pris 10 ans dans la nuit. Quand Lucie a claqué mon reçu sur le comptoir en exigeant qu'il reprenne le miroir, il est devenu blanc comme un linge. « Je vous l'avais dit, pas de retour », dit-il tout bas. « N'importe quoi », a lâché Lucie. « Tu sais quelque chose que tu n'as pas dit à mon ami. Lucie a dû menacer d'appeler les flics avant qu'ils ne craquent enfin. »« Je l'ai acheté à une vente aux enchères de la police », murmura-t-il, jetant un œil autour du magasin vide. C'était à une femme nommée Rebecca. Elle a été assassinée. Son corps a été retrouvé devant ce miroir. Mon estomac s'est noué. Assassinée? Comment? Son mari était défoncé. Il lui fallait du cash pour sa prochaine dose. Quand elle a refusé, il l'a attaquée avec un couteau de cuisine, l'a poursuivie dans la maison et l'a poignardée plusieurs fois. Il s'arrêta, fixant mes mains. Elle a tenté d'attraper la lame, s'est fait trancher un doigt net, mais il l'a coincée dans la chambre finalement. Lucie m'a saisi le bras, mais je l'ai à peine senti. Nous sommes sortis de ce magasin, mais je ne suis jamais retourné dans ma chambre d'étudiant. J'ai fait emballer mes affaires et jeter ce miroir pendant que j'attendais dans le hall comme un lâche. Ça fait des mois et j'essaie encore de tourner la page. J'aurais dû faire confiance à mon instinct dès que je suis entré. Mais à 25 ans, fauché, j'espérais trouver quelque chose de décent pour l'expo de mon ami. Et la friperie semblait ma dernière chance. L'endroit n'avait pas changé depuis les années 80. Les néons bourdonnaient au-dessus, baignant tout d'une lueur jaune maladive qui rendait ma peau pâle comme un cadavre. Le magasin était presque vide, sauf la caissière, quelques clients qui traînaient et ce type louche. La quarantaine, cheveux gras pendant en mèche sur son visage et des vêtements qu'il semblait porter depuis des semaines. Il se tenait au milieu du rayon lingerie féminine. Mais il ne semblait pas faire du shopping. J'ai tenté de l'ignorer en passant, me concentrant sur les robes vintage, mais l'ambiance bizarre persistait. Chaque fois que je levais les yeux, il était plus proche. Il ne marchait pas directement vers moi,
mais semblait plutôt dérivé. Quand je me suis dirigé vers le rayon blazer, je l'ai surpris en train de se cacher derrière un portant de manteau. Mes mains ont commencé à trembler alors que je faisais semblant d'examiner une veste, utilisant le reflet d'un miroir proche pour le surveiller. Il était accroupi, partiellement caché, mais je voyais ses yeux suivre attentivement chacun de mes mouvements. J'aurais pu fuir sans me retourner, mais je me suis convaincu d'être trop paranoïaque et j'ai marché vers le fond du magasin où se trouvaient les chaussures. C'est là que j'ai vu le téléphone. Il le tenait à hauteur de taille et la caméra était pointée vers moi. J'ai craqué et me suis dirigé droit vers lui. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Il m'a regardé avec ses yeux bleus humides et a haussé les épaules. « Oh, je regarde juste autour. »« Belle vue, tu ne trouves pas ?» Le côté enfantin de sa voix m'a donné des frissons. « Tu m'enregistres. J'ai vu ton téléphone. Je ne vois pas de quoi tu parles. » Mais il souriait d'une oreille à l'autre, comme s'il savourait l'attention. Ses dents étaient jaunies et quelque chose de sombre était coincé entre ses dents de devant. Heureusement, l'agitation avait attiré l'attention de la caissière, qui est apparue, déjà méfiante envers ce type bizarre. « Un problème ici ?» Pointant un doigt accusateur, j'ai sifflé. « Il me suit partout et me filme. » Le gars l'a regardé avec dégoût. « Partez avant que j'appelle la police. » Soudain, le visage de ce type a complètement changé. Il a eu l'audace de paraître blessé, comme si on était injuste envers lui. Son expression enfantine a totalement disparu, et j'ai pu voir une rage pure danser dans ses yeux. Il a commencé à reculer vers la porte, mais son regard restait fixé sur le mien. Avant de franchir la sortie, il a dit à haute voix « Je voulais juste voir qui tu es vraiment. Arrête de jouer la comédie, tu vois. Sécurité. » Je m'en vais, d'accord. Je sors. Il est parti furieux, marmonnant entre ses dents. Je suis resté dans le magasin un moment, espérant que l'affaire soit réglée. Quand je suis sorti, le soleil était bas, projetant de longues ombres entre les quelques voitures encore présentes sur le parking. « Tu ne peux pas te cacher pour toujours. Je te trouverai. Toujours. » Il était là, arborant encore ce sourire horrible. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli lâcher mes clés. Il semblait prêt à me foncer dessus. Mais sans perdre une seconde de plus, j'ai plongé dans ma voiture. J'ai claqué la porte et appuyé frénétiquement sur le bouton de verrouillage jusqu'à ce que mon pouce s'engourdisse. Le type a approché son visage de la vitre. Son souffle embuait la vitre et je pouvais voir chaque détail de ses traits de près. Les vaisseaux éclatés de son nez, la fine cicatrice de son oreille gauche à sa mâchoire et ses pupilles réduites à des points noirs me terrifiaient. Jolie, jolie voiture pour une très jolie fille. Sors. Je n'ai pas bougé. Il avait l'air furieux. Il s'est redressé et a contourné l'avant de la voiture. J'ai regardé avec horreur comment il a saisi mes essuie-glaces et les a arrachés, les jetant comme de simples brindilles. Le son du métal raclant contre le métal m'a paralysé. Il me demandait sans cesse de sortir tout en vandalisant ma voiture. Il a brisé les phares, traîné ses clés sur mon capot en longs traits délibérés. Il fredonnait en le faisant, un air inconnu qui ressemblait à une berceuse jouée à l'envers. J'ai tâtonné pour prendre mon téléphone et appeler les secours, mais mes mains tremblaient trop. L'écran glissait constamment entre mes doigts. Il a ramassé une pierre au bord du parking et l'a levée pour que je la voie bien. Il l'a légèrement tapotée avant de la lancer contre mon pare-brise. Les fissures ont commencé dans un coin et se sont propagées comme une toile d'araignée, déformant tout au-delà du verre. Mais c'est son rire qui m'a vraiment brisé. Pas furieux ou frustré, juste ravi, comme un enfant qui vient de créer l'avion en papier parfait. Il a craché sur ma vitre, une grosse boule qui a lentement glissé le long du verre. Puis il s'est enfui, pas vite ni paniqué, juste trottinant comme s'il était en retard pour dîner. Je suis resté dans ce parking pendant des minutes, sanglotant et tremblant, avant de pouvoir rassembler assez de force pour rentrer. La police a pris ma déposition, mais sans témoin ni caméra de sécurité, ils ne pouvaient
pas faire grand-chose. Il garderait un œil et ferait un rapport. C'était il y a des semaines. Je ne suis pas retourné dans ce quartier depuis, mais je sais qu'il est toujours là. Je le sais, car parfois, quand je vais à ma voiture après le travail, j'entends ce fredonnement. Et parfois, quand je vérifie mon rétroviseur, je jure voir une silhouette se cacher derrière les voitures.